Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, tendance ride. Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor pour un épisode exceptionnel. Je suis Mathieu et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jonathan Politure dans Mordu. Jonathan, c'est tout simplement la voix du ride en France, puisqu'il est le créateur, producteur et voix off de l'émission de référence sur la glisse, Riding Zone. Jonathan est à la tête de Puzzle Media et est un entrepreneur avec la passion chevillée au corps. Dans cet épisode, il nous parle de son parcours entrepreneurial, ses débuts, mais aussi son évolution au sein des médias et des chaînes de télé. Il partage aussi avec nous sa stratégie de diversification dans la presse et la TV à la demande pour asseoir l'indépendance de son groupe, ou comment passer d'un business B2B avec un nombre très concentré de clients à un environnement B2C où l'on s'adresse directement aux passionnés et au client final. C'est un épisode absolument inratable pour tout passionné de glisse, d'entrepreneuriat ou de médias. Cerise sur le gâteau, on y apprend aussi comment Take Chris a failli sauter par-dessus la Seine et non pas la Tour Eiffel. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu avec Jonathan Politure. Salut Jonathan, comment ça va ? Salut Mathieu, ça va, merci beaucoup, merci de me recevoir. Je suis très heureux de t'avoir. J'ai envie de commencer par quelque chose, Je le disais, toi t'es la voix du ride en France. Est-ce que tu pourrais nous faire un lancement de cet épisode façon Riding Zone ? Je vais te faire un petit lancement alors. Salut, bienvenue dans Tendance Ride avec Jonathan Politure, animé par Mathieu, et c'est tout de suite. Ah, j'aime bien, c'est bon ça. Alors il y a un truc qui m'a amusé quand j'ai fait des recherches sur toi, c'est que toi-même, tu te présentes souvent comme la voix off de Riding Zone. C'est marrant, tu dis souvent, je suis Jonathan, je suis la voix off de Riding Zone. Alors je me suis dit, est-ce qu'on te reconnaît souvent ? Comment ça se fait que quand tu te présentes comme cette voix off ? C'est vrai que moi avant tout je suis producteur, donc je suis le créateur d'émissions et je produis des émissions, mais mes Riding Zone notamment a longtemps été incarné par Tiga, et donc forcément le visage de Riding Zone c'est l'animateur en général. Et par facilité, si tu veux, quand je devais me présenter, souvent les gens me disaient « Oui, mais ta voix me dit quelque chose ». Je disais « Oui, je suis la voix off de Riding Zone ». Et vu que l'émission, au fil des ans, a obtenu une certaine notoriété, donc voilà, je me suis un petit peu amusé à le dire lors des rendez-vous. Oui, c'est moi la voix de Riding Zone. Et c'est plus les gens qui me le faisaient remarquer. Et maintenant, c'est quelque chose que je dis un petit peu pour repositionner, quoi. Voilà. Ouais, parce que ce qui est assez rigolo, c'est qu'effectivement, t'es cette voix de Riding Zone, c'est le truc hyper connu. Riding Zone, cette émission, tout le monde connaît. Moi, je pense que ma mère a déjà regardé Riding Zone. Mais t'es pas que ça, entre guillemets, parce que t'as une sacrée activité. On va en parler. T'es le boss de Puzzle Media. Et Puzzle Media, c'est quelque chose qui est assez intéressant. On va creuser ça avec toi. Avec plaisir. Aujourd'hui. Alors, est-ce que déjà, tu peux nous expliquer le début de ton aventure entrepreneuriale ? Je crois que t'es diplômé de l'EFAP, qui est une école d'attaché de presse. C'est ça. Et ensuite, très vite, t'as eu, je crois, une première aventure entrepreneuriale. Oui, moi à la base, je me suis un peu cherché, donc j'ai connu pas mal d'échecs après le bac. Je savais pas trop quoi faire en fait. J'étais curieux un peu de tout, et puis j'ai fait de la géographie, j'ai fait une prépa Sciences Po, et puis à un moment, je me suis dit tiens, je vais faire de la communication parce que j'ai eu la chance de travailler en radio, et je me suis dit tiens, c'est vraiment un univers qui m'intéresse beaucoup, et je m'y suis beaucoup plu. J'ai fait une école en parallèle, donc l'école française des attachés de presse. Et j'ai eu la chance de commencer dans les médias. J'ai fait plusieurs stages, comme beaucoup d'étudiants, notamment un stage à France 2. De là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Écoute, viens bosser avec moi ». Et cette personne, j'ai connu vraiment les premières années de ma vie professionnelle avec elle. Elle m'a appris beaucoup, beaucoup de choses. Et ensuite, j'ai passé 5-6 ans en tant que salarié dans une grosse société de consulting audiovisuel. Et à un moment, à force de travailler pour d'autres clients, je me suis dit, mais je sens que j'ai vraiment envie de moi-même de faire mon propre chemin et d'aller, de créer en fait mes propres contenus et mes propres programmes. Et donc, j'ai monté une première société qui s'appelait Watch Us,
avec Sarah Lelouch et Fred Musa, un animateur connu qui anime notamment Planète Rap sur Skyrock. Et donc on a eu cette première expérience ensemble et ensuite... C'était quoi Watch Us, le concept ? Watch Us, le concept, c'était de mettre en avant déjà les jeunes à travers des programmes consacrés aux cultures urbaines. Et donc on a fait, notamment à l'époque, on a adapté Planète Rap sur France 4 et on faisait déjà des sports extrêmes via la passion que j'ai pour cet univers. Et donc on a fait 3 ans ensemble et puis au bout de 3 ans on s'est séparés et j'ai créé le lendemain Puzzle Media, où je me suis dit vraiment, là, je vais me consacrer 100% à ma passion, celui de l'action, de l'aventure, de la découverte. À la base, je voulais dire sport extrême. Mais je me suis rendu compte, au fil des rencontres, que sport extrême, c'est un terme qui fait peur. Et donc, finalement, Puzzle Media, c'est devenu action, aventure, découverte. En tout cas, ce thème-là, même si au cœur de tout ça, il y avait vraiment cette passion pour l'univers des sports extrêmes, quoi. Ouais, c'est marrant ce que tu dis. Bah, moi, forcément, quand j'ai créé Mordu, je me suis posé les mêmes questions, mais 10 ans plus tard, quoi. Tu vois, je me suis dit, bah ouais, sport extrême. Puis après, je dis, bah non, sport de glisse. Et puis, voilà. Et puis, il y a le terme action sports qu'utilisent les. C'est ça. Il y a le terme action sports qui est plus anglo-saxon et puis effectivement qui est plus large peut-être. Mais qui couvre pas la partie nature et découverte aussi, non, qui est hyper importante. Il y a pas ce... C'est pas facile à englober, hein. J'aime bien là du coup ta baseline. Donc Puzzle Media, c'est glisse, nature et découverte. C'est action, aventure et découverte. En fait, au fil des rendez-vous, quand comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, le problème qu'on a, c'est au départ, tu as une idée, mais encore faut-il qu'elle rencontre des clients et éventuellement un public. Mais nous, quand on fait des émissions, la première étape, c'est quand même que ton projet plaise à un diffuseur ou plaise à un client qui te donne les moyens ensuite de produire ton émission. Et quand je disais sport extrême, tout de suite, c'était compliqué. On est en quelle année là ? Là, on est en 2005. Et on est en 2005 et vraiment, je voulais tout de suite proposer des émissions comme ça autour des sports extrêmes. Hein. Et je me suis rendu compte, voilà, au fil des rendez-vous, que dès que je prononçais ce terme de sport extrême, j'étais vraiment mal perçu ou considéré comme quelqu'un qui comprenait pas trop le business des médias. Et avec un peu de recul, en effet, je comprends ce qui peut embêter on va dire les diffuseurs à travers ce terme. Mais je l'ai un petit peu caché à travers la terminologie, voilà, les terminologies action, aventure, découverte, qui étaient beaucoup plus larges et beaucoup plus enthousiasmantes pour certains de mes clients. Alors du coup, donc tu lances Puzzle Media. L'idée, c'est tout de suite de produire du contenu éditorial pour des chaînes pour être diffusé. C'est quoi ton premier deal ? Comment tu commences Riding Zone, ça fait quasiment partie de mes premiers deals. J'ai eu la chance, moi, auparavant, avant d'être producteur, donc j'étais attaché de presse. C'est-à-dire que le métier d'attaché de presse, pour ceux qui connaissent pas, hein, mon métier, c'était de générer de la visibilité pour des clients dans la presse, ou dans les médias, sans acheter d'espace, donc sans passer par un investissement publicitaire. C'était d'inciter les journalistes, globalement, à parler de mes clients. Et puis, en plus de ça, donc, je suis devenu consultant en communication, donc je travaillais pour beaucoup de chaînes, pour beaucoup de chaînes de télévision, pour beaucoup de producteurs. Et donc j'ai pu, à travers ce premier métier, découvrir un peu les coulisses des médias. Et c'est un métier dans lequel j'étais plutôt bon en plus. Mais sauf ce qui m'embêtait, c'était le fait d'être un vendeur permanent d'images des autres, quoi. Et je m'épanouissais plus dedans. Et tout de suite, quand j'ai monté donc la première boîte, Watch Us, et ensuite surtout Puzzle Media, je me suis dit, il faut vraiment que je m'écoute désormais, parce que la vie est courte. Et j'ai vraiment envie de faire des choses qui ont du sens pour moi. Et ce qui avait du sens, en tout cas ce qui m'excitait le plus au monde, c'était clairement de mettre en avant les personnalités de l'extrême. En tout cas des sports extrêmes. J'ai vraiment grandi avec ça. J'ai eu ma première moto, je devais avoir 5 ans. Ensuite, j'ai eu un grave accident. J'ai fait du bodyboard. J'ai découvert le bodyboard qui m'a permis de retrouver, on va dire, l'usage de ma jambe qui était bloquée. Enfin bref. C'est quoi cette histoire d'accident ? J'en ai jamais entendu parler. En fait, j'ai eu un grave accident de la route de Chappy à l'époque. C'est une espèce de petite moto quand j'étais en seconde. Et c'était un accident assez traumatisant. J'ai eu double fracture ouverte du fémur. Enfin, j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital, le temps de retrouver, si tu veux, l'usage de ma jambe. Enfin, tout est relatif, hein, c'est pas le drame non plus, mais c'est un accident qui m'a pas mal marqué parce que je suis resté plus de 2 mois sur le lit, enfin vraiment alité, sans pouvoir bouger, et je me rendais pas compte à quel point en fait, tant que ça t'arrive pas, si tu veux, tu te rends pas compte à quel point en fait la vie peut basculer et à quel point c'est important de vivre fort, quoi. Et cette partie, à l'hôpital, franchement, je me suis fait la promesse quand j'étais dans mon lit de plus jamais m'ennuyer et vraiment d'aller au bout de mes délires. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'a un petit peu poursuivi. Et puis après l'accident, j'ai eu la chance
de découvrir le bodyboard parce que pour retrouver l'usage de mon genou notamment, j'ai dû utiliser des palmes. Et donc grâce à ça, en fait, globalement, j'ai découvert la glisse sur mer. Alors, je connaissais déjà les passions, les sensations de la moto, du skate, etc. Mais là, d'un coup, ça a été à nouveau, ça a vraiment été un coup de foudre. Et je me suis énormément intéressé, aux héros de ces disciplines, que ce soit en surf, Kelly Slater qu'on connaît tous, mais en bodyboard, Mike Stewart, Guillermo Tamega, Michael Eppleton, plein de gens comme ça. Et puis évidemment, tout ce qui était discipline aquatique. Et ce que j'ai énormément apprécié dans cet univers, là où je me suis reconnu à travers beaucoup, en tout cas dans la presse spécialisée, à travers le portrait de ces sportifs-là, c'est qu'on était dans des sports un peu confidentiels, où au final, il n'y avait pas d'enjeu économique. Il n'y a pas d'enjeu de carrière, en tout cas à une certaine époque. Et les gens, en tout cas les pratiquants et les champions de ces sports-là, ce qu'ils nous racontaient, ce qu'ils me racontaient, moi ce que j'en percevais, c'est qu'ils souhaitaient simplement aller au bout d'eux-mêmes, aller au bout de leurs rêves, aller au bout de leur délire. Et moi, c'est ça qui m'excitait en fait. Et vraiment, moi, mes premiers héros, c'était ces gens-là, quoi. Beaucoup plus que des musiciens, des comédiens, des artistes. J'étais beaucoup plus influencé par l'univers en général du sport et des gens qui vont simplement au bout de leur plaisir et qui vont essayer de construire une vie qui leur ressemble. C'est ça qui m'a influencé. Et donc voilà, dès que j'ai pu le faire, à travers Puzzle Media, je me suis dit, je veux désormais raconter l'histoire de ces gens-là. Pour donner, en fait, pour inspirer aussi les jeunes, pour leur dire, attendez, il n'y a pas qu'une voie, quoi. Il n'y a pas que la voie qu'on vous indique. Faut pas tous devenir médecin, avocat, instituteur. Il y a plein de choses différentes. Vous pouvez vous épanouir de façon différente. Et vraiment, trouvez vous-même votre propre chemin. Et je pense que nos sports, nos disciplines sont vraiment de très très bons exemples pour vous aider justement à trouver vous-même votre propre voie et vous épanouir. Enfin, le but du jeu, voilà, c'est ça, c'était de transmettre la passion et transmettre le fait qu'il faut pas hésiter à tenter de s'accomplir soi-même, quoi. Ouais, moi, ça m'a pris presque 40 ans de comprendre ça, et c'est un peu grâce à Mordu et tous les gens que je rencontre, ces gens qui ont des vies formidables, c'est des gens qui ont tracé leur chemin, tracé leur route, quoi. Ils ont tous choisi d'aller au bout du truc, sans regarder ce qui était populaire, c'est ça. Au contraire, même aller volontairement sur les chemins de traverse. Et c'est ça qu'ils font, quoi. Là, ils ont une vie assez extraordinaire, quoi. Je crois que c'est vraiment le point commun qu'on a dans beaucoup de ces sports. Hein. On interviewe à longueur de journée des footballeurs. Ils vont jamais te dire le sport m'a changé la vie. Enfin, si, ils le ressentent, quoi, si tu veux, mais ils vont pas te l'exprimer clairement. Mais quand tu interviewes un skater, un mec qui fait du BMX, un mec qui fait du surf, leur point commun, c'est qu'ils vont te dire, même si ils n'en vivent pas spécialement, ils vont tous te dire le skate m'a changé la vie. À travers les rencontres, à travers les voyages, ou telle discipline m'a changé la vie. Et en fait, ils l'assument totalement, et c'est ça que je trouve beau, en fait. C'est qu'effectivement, comme tu dis, il n'y a pas de notion de popularité, il n'y a pas de notion de richesse, de parcours, de carrière. Ils sont juste dans le fait d'être dans le mouvement, quoi, et de tenter de s'accomplir. Et ce qui est assez cool, c'est que derrière, néanmoins, il peut y avoir de la popularité, des vies sympas et ça, carré. Et du business. Voilà, en cerise sur le gâteau, c'est assez sympa. Alors, Riding Zone, hein, c'est une émission qui cartonne. T'étais diffusé où au début ? Au début, j'étais diffusé sur France O. En fait, France O, à l'époque, c'était vraiment une toute petite chaîne. On était diffusé, c'était sur le câble et le satellite. Et puis France O est passé sur la TNT. Moi, j'ai eu la chance de les accompagner depuis longtemps, déjà en tant que communicant. Et ensuite, quand je suis devenu producteur, je leur ai dit, je leur ai proposé de faire cette émission parce que j'ai grandi en Guyane française, dans le nord de l'Amérique du Sud, entre le Brésil et le Suriname, pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est pas loin non plus de la zone Caraïbe avec les Antilles, notamment Guadeloupe, Martinique. Donc j'ai toujours eu cette culture un petit peu caribéenne. Et donc je suis un bon connaisseur quand même de l'outre-mer, en tout cas de cette partie du monde-là, parce que l'outre-mer français est très très large. Et donc j'ai toujours eu beaucoup de respect pour les médias ultramarins, et j'ai eu beaucoup de facilité à travailler avec France-O. Et je leur ai dit, voilà, c'est simple. Moi, je fais cette émission. Enfin, je vous propose ce concept-là. Je m'adresse essentiellement aux jeunes. Vous êtes diffusés dans des zones où les structures de population sont beaucoup plus jeunes qu'en France. En France, 50% des gens ont plus de 55 ans. En Outre-mer, souvent 50% des gens ont moins de 25 ans. Je trouve que mon programme s'adresse vraiment à ce type de population. Et en plus, il faut développer la passion de ces jeunes, quoi. Tout simplement, il faut leur proposer des chemins de vie, des parcours de vie un peu différents. Et je pense que ce que je propose à travers Riding Zone, c'est une bonne idée. Assez rapidement, ils m'ont dit OK. Donc, ils m'ont donné très peu de moyens. Très, très peu de moyens. Mais en tout cas, j'ai pu quand même commencer.
Mais avant même François, il y avait une autre chaîne dont je tiens à te parler, qui est Extreme Sport Channel. Extreme Sport Channel, c'est un client, ce n'est plus mon client depuis 3 ans, mais j'ai travaillé plus de 15 ans avec eux. Et eux, en fait, je les ai représentés en France dès 2001. Donc avant même l'aventure Riding Zone. Donc en vérité, les premiers qui m'ont donné ma chance, ce sont les anglo-saxons. Parce que Extreme Sport Channel, c'est une chaîne anglaise qui est diffusée dans plus de 100 pays dans le monde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais attaché de presse, dans ma première vie professionnelle, où je ne m'étais pas encore écouté, un jour, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, voilà, je travaille pour Extreme Sport Channel. On m'a dit que vous étiez attaché de presse, que vous étiez un très bon attaché de presse. Je voudrais que vous occupiez de nous. Et de là, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. J'ai quitté la Guyane pour habiter à Paris et la passion me retrouve à travers ce client qui met en avant que ce que j'aime, en fait. Donc, je les ai longtemps accompagnés. J'ai produit les premières émissions que j'ai produites. C'était pour Extreme Sport Channel. Et on va dire que je me suis fait vraiment les armes avec eux, quoi. Extreme Sport Channel, France O, je crois qu'après tu étais sur... Alors Extreme Sport Channel, ensuite France O, donc pour l'aventure Riding Zone, on a fait vraiment 15 ans quasiment sur France O. En parallèle de France O, on était repris par TV5 Monde. Vers la fin de France O, parce que France O a fermé il y a quasiment 3 ans, on a été diffusé sur France 3. Donc ça, ce qui nous a apporté vraiment une visibilité supplémentaire, ça c'était juste top. Et les dernières années, on a fait diffusion France 3 et en même temps dans la version junior de Riding Zone Junior sur France 4. Et là, du coup, donc il y a 2-3 ans, tu as lancé un crowdfunding. Alors, j'ai pas eu toute l'histoire, tu vas nous la raconter, mais en gros, tu n'es plus diffusé par France TV. Pour résumer, oui, c'est ça. C'est que France O a fermé, donc je me suis retrouvé comme beaucoup de producteurs avec un diffuseur en moins. Et avec un diffuseur qui m'achetait l'émission qui n'existait plus. Mais là, l'info, tu la prends, t'avais anticipé le truc ou ça te tombe un peu dessus comme un coup de massue? L'info, je savais que France O allait fermer. Je savais puisque c'était dans les tuyaux depuis longtemps. Et puis c'est quand même fermer une chaîne publique, c'est quand même pas anodin. C'est quand même des centaines d'emplois déjà au sein de la chaîne. Et puis même pour le public ultramarin, donc ça faisait vraiment un buzz, quoi. Et donc moi j'ai milité contre la fermeture de France O. Parce que même en tant qu'ultramarin, je me suis dit, mais c'est quand même scandaleux, fermer une chaîne consacrée qui met en avant l'outre-mer et qui met en avant la diversité de nos populations, de nos métiers, de nos savoir-faire. En fait, la France, les gens s'en rendent pas compte, enfin, si les gens s'en rendent compte, mais on a la chance d'être un pays, mais qui est extraordinaire dans le sens où culturellement on rayonne partout dans le monde, notamment grâce à nos outre-mer. Du Pacifique avec la Polynésie, la Nouvelle-Calédonie, à l'Atlantique Nord avec Saint-Pierre et Miquelon en passant par l'Amérique du Sud avec la Guyane ou même les terres australes, on est présent sur l'ensemble du monde. Et notre culture, notre langue, elle est vraiment internationale. Et notre vision du monde, notre façon de penser le monde, je pense, est assez unique. Moi, parfois, quand j'entends Zemmour, tu vois, je suis un peu choqué parce que je trouve qu'il réduit la France à ce qu'elle n'est pas. Nous, on n'est pas, sans les dénigrer, on n'est pas le Luxembourg ou la Hongrie, quoi. Enfin voilà, la France, c'est des mecs qui ont parcouru le monde parfois pour le coloniser. Avec toute l'histoire qu'il y a autour de ça, mais ça fait partie de la réalité de ça. Et notre France vit à travers justement tous ces territoires dont moi je suis issu, la Guyane, et aussi même à travers le métissage dont moi aussi je suis issu, parce que ma mère est guyanaise et mon père lui-même il est d'origine polonaise, enfin bref. Donc vraiment, pour moi, je représente le français un peu universel avec, voilà. Et France O, donc je trouvais important quand même d'avoir une chaîne comme ça, mais bon, la chaîne a fermé. Je le savais, donc je me suis battu pour passer sur France 3. Je suis allé voir la grande direction de France Télévisions, je leur ai dit, écoutez, vous avez cette émission qui existe depuis des années, on est sur des valeurs super positives, on met en avant des savoir-faire super positifs, on n'est que sur des choses extrêmement positives et qui s'adressent à un public jeune dont vous parlez sans cesse et au final, auquel vous ne proposez quasiment aucun programme. Laissez-moi une chance sur France 3. Ils m'ont laissé une chance pendant 1 an sur France 3. Mais après la folie, globalement, si tu veux, des médias et le fait que... pour te résumer la situation, je me suis retrouvé sur France 3, mais les équipes de France 3 étaient un petit peu vexées parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur imposait une émission. Et les équipes de France O n'étant plus là, en fait, j'avais plus d'interlocuteurs, ni à France 3, ni à France O. Et au final, au bout d'1 an, je sentais très bien que ça allait s'arrêter sur France 3 aussi, parce que c'est très politique, tu sais, la télé, c'est compliqué. C'est un univers où, en fait, où il y a peu de clients, hein. Les chaînes, on les connaît toutes.
Je crois vous allumez votre télé, Ouais. TF1, France 2, enfin voilà, M6, etc., plus les chaînes thématiques. Donc il y a peu de clients. Et nous, l'enjeu en tant que producteur, en tout cas pour moi, l'enjeu, si je vends une émission à la télévision, c'est de trouver un diffuseur qui va accepter de financer mon programme. Et c'est compliqué de le trouver parce qu'il y a peu de diffuseurs. Et ces diffuseurs, donc voilà, ils font un petit peu la pluie et le beau temps dans l'univers de la production parce qu'ils décident que telle ou telle émission va être diffusée et ils vont décider de la vie et de la mort des programmes. Et donc quand j'ai appris que ça allait être fini sur France 3, j'ai quand même réussi, avec quand même en partie le soutien de France Télévisions, à faire une version junior de Riding Zone pendant 2 saisons sur France 4. On l'a fait, on était content de le faire, mais je trouvais ça un petit peu stupide parce que taper de sa Riding Zone junior, alors que les enfants, les juniors, en fait, globalement, ils regardent Riding Zone. Ouais, c'est le même public. C'est la même chose. Et sauf que là, ils nous ont demandé une autre approche éditoriale, donc on a fait Riding Zone junior. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, il faut qu'on arrête, il faut qu'on change notre façon de penser. En tout cas, moi, j'avais besoin de retrouver ma liberté et j'en avais marre, en fait, j'avais l'impression de les supplier, quoi. Ouais. Et ça, c'était insupportable. Parce que les gens s'en rendaient pas compte, parce que tu vois, j'avais des gens comme toi, le public, on va dire, ceux qui connaissent Riding Zone, qui me disaient « Merci de faire Riding Zone, c'est formidable et tout ». Donc ça, c'était les retours du public. Et en parallèle, quand j'allais voir la chaîne, j'avais l'impression de leur tordre le bras, quoi, pour qu'ils prennent Riding Zone. Et à un moment, j'ai dit « Bon, bah écoutez, ça suffit. Arrêtons effectivement Riding Zone, laissez-moi récupérer Riding Zone. » Parce qu'en diffusant chez eux, bah, ils avaient aussi la copropriété de la marque. Dire « Laissez-moi récupérer Riding Zone et on va tenter le chemin d'indépendance. » Ouais, donc incroyable. Et donc là, tu lances alors tu vas nous raconter ça, mais tu lances un crowdfunding qui a eu un super écho, quoi. Enfin, c'est ça. Tu vas nous raconter ça, mais moi j'avais regardé, j'ai dû mettre mes 10 € à la cagnotte. Merci beaucoup. Pété les objectifs, quoi. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, on est parti trop bas. En fait, j'ai pas vraiment assumé là, si tu veux. J'étais peut-être encore trop timoré. Ça, c'était il y a 3 ans, donc suite à toute cette affaire. On s'est dit, bah écoute, on va solliciter le public. Mais en même temps, c'était très compliqué pour moi d'envisager cette solution parce que ça faisait des années que Riding Zone existait et jamais on avait sollicité le public. Et même pour moi, c'était quasiment une mission de service public que d'avoir ce type d'émission. Tu vois, je veux dire, les gens, ils payent une redevance quand même, faut pas l'oublier. Hein. Ils payent une redevance assez chère. Et à un moment, ils ont le droit d'avoir une émission pour tous les publics. Ouais, et puis c'est assez, j'imagine, les discussions, mais tu te dis, on va aller demander aux gens de payer 10 ou 20 balles pour un truc qu'ils avaient gratos avant. Bah oui, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, quoi. Et puis, l'autre chose aussi, c'était que j'aurais pu aller voir les marques. Mais les marques, si tu veux, avec tout le respect que je leur dois, l'inconvénient des marques, c'était que quand tu fais quelque chose pour les marques, au final, même s'ils te disent, vas-y, fais ce que tu veux, bah à la fin, ça reste quand même une espèce de pub, hein. Parce que je sais pas, tu vas faire quelque chose pour une marque, elle va te dire vas-y, mets en avant tel ou tel truc, et puis c'est du brand content. C'est du brand content, voilà. Donc au final, on va te dire oui, mais attends, comment tu me places moi, Bien etc. Et moi, en fait, je suis peut-être parti avec de mauvaises habitudes. C'est que j'aime faire ce qui me plaît, j'aime raconter des histoires que je veux, et éditorialement être maître de mes choses. Et le fait de collaborer avec des marques, c'est formidable, mais souvent, à la fin, ça se réduit à comment j'apparais moi, la marque, etc. Donc ce que je peux comprendre. Mais la télé m'a donné la mauvaise habitude d'avoir un budget annuel et de faire ce que je veux avec mon budget. Attends, la télé, elle te donnait le budget annuel et puis elle te donnait aussi un canal de diffusion, une exposition média de ma boule. Donc là, Exactement. Toi, tu perds les deux trucs. Voilà, je perds les deux trucs. Donc, faut que tu cherches le financement. Bon, why not? Et puis après, il y a aussi créer l'audience, quoi. Et Exactement. Ça, c'est costaud de créer une audience, quoi. C'est costaud de créer une audience. Et d'ailleurs, à propos d'audience, donc nous, on était diffusé à la télé, mais il y a combien de temps? Il y a 7 ans, on s'est mis sur YouTube. Pour répondre à une problématique de la télé qui était la problématique des négociations. Chaque saison, tu vas négocier avec la télé, avec ton client diffuseur, et le diffuseur, évidemment, lui, son intérêt, c'est pas d'augmenter, quoi. Et donc souvent, il te dit oui, attention, ton émission, méfie-toi, elle marche pas tant que ça, regarde les chiffres, ou regarde pas les chiffres, il te donne même pas de chiffres, il te dit méfie-toi. Et donc j'en avais marre aussi, par exemple, de cette pression. C'était genre, tu bosses comme un dingue, et puis à la fin de la saison, on te dit oui, mais quand même, on sait pas si on va te garder ou pas. Donc à chaque fois, il y a une pression. Et donc on s'est dit avec mon équipe, c'est quoi, on va mettre le programme sur YouTube. Et sur YouTube, d'un coup, ça nous a donné des indicateurs d'audience qu'on n'avait pas jusque-là. Et surtout, sur YouTube, on a vraiment explosé les compteurs. Et ça nous a permis d'avoir une espèce globalement d'indépendance et un retour direct avec le public. Puisque à la télé, tu as le retour du public, mais via les gens que tu rencontres dans la rue, certes, mais via aussi le diffuseur qui te dit on a fait l'analyse des audiences, etc. Elle n'est pas très bonne ou elle est bonne, au contraire.
Il y a 3 ans, Riding Zone s'arrête à la télévision. On sollicite pour la première fois notre public. T'as combien d'abonnés sur YouTube à ce moment-là ? À ce moment-là, je pense que j'avais, il y a 3 ans, on devait être déjà quand même 500 000 abonnés. Ah ouais, t'avais une belle assise déjà. J'avais une belle assise. Et de là, effectivement, c'était un énorme succès puisque on a demandé assez peu. Et ce peu, on l'a eu on l'a eu en quelques heures. Et on a multiplié l'objectif par 3. Donc c'était incroyable. Globalement, si tu veux, on a demandé 40 000. Quand je dis assez peu, c'est que la vérité, c'est qu'une saison de Riding Zone, ça coûtait plus 700 000. Donc 700 000 euros, c'est quoi ça ? C'est tes salariés ? T'as des salariés Oui, bien sûr. Ouais, c'était des salariés, c'était les équipes de tournage. T'as combien de salariés en direct Là, on est une dizaine. Ok. Voilà. Sur joli PME, quoi. Ouais, exactement. Et uniquement sur Riding Zone, tu prends juste la partie plateau, donc l'animatrice Tiga avec les 2 cadreurs qui la filment, l'ingénieur du son, la chargée de prod, tu vois, déjà, juste pour faire les plateaux, les interventions de notre animatrice, t'as 5 personnes. Et puis après, t'as surtout ce qui fait le cœur du programme, les reportages. Donc les reportages, c'est des réalisateurs, enfin souvent des intermittents, avec lesquels on travaille. Et là, toi, tu fais le boulot, t'es à la fois prod, c'est-à-dire que tu payes tout le monde, et à la fois diffuseur du truc, quoi. T'as les 2 casquettes, j'imagine, là-dessus. Est-ce que tu pourrais acheter aussi, une fois que t'as ton audience, tu pourrais juste acheter des reportages ? Enfin, d'ailleurs, c'est probablement ce que tu fais. On va y revenir avec la télé que tu as lancée. Mais sur Riding Zone, tu produis tout en propre. C'était ça ma question. Sur Riding Zone, je produis tout en propre. Voilà. En fait, au départ de Riding Zone, on récupérait beaucoup d'images et on parlait essentiellement de compétition parce qu'on avait vraiment très peu de budget. Mais très peu de budget. C'était vraiment ridicule. Et donc, on ne pouvait pas créer du contenu. Donc, on récupérait surtout des images, je sais pas, la compète de skate à Nantes, la compète de surf à Biarritz, etc. Et puis au fil de l'évolution, on s'est rendu compte que c'était trop petit et c'était pas assez fédérateur. Ouais, puis c'est pas ce qui intéresse les gens. Exactement. Le résultat de la compète de Nantes, c'est sympa. Ça concernait vraiment l'ultra communauté. Et donc on a eu une autre approche qu'on a pris assez rapidement, qui est de dire ça suffit, ne parlons plus des résultats de compétition. On va désormais se consacrer, aux hommes et aux femmes qui pratiquent ces sports et on va raconter leur histoire. Et c'est grâce à ça que Riding Zone a pu devenir ce qui est devenu, c'est-à-dire en faisant des reportages sur les pratiquants de surf, les pratiquants de skate, etc. Mais surtout avec une approche un peu thalassa de la chose, avec beaucoup plus de storytelling qu'on le faisait. Et donc Riding Zone, c'est devenu ça. Et puis on a rajouté, au fil des saisons, on a voulu tester des choses. Donc on a rajouté les défis, qui ont eu un grand succès, les défis Riding Zone, les caméras cachées. On a rajouté plein de choses pour tenter justement différentes choses. 5 minutes de reportage sur Riding Zone, ça te coûte combien à produire ? En moyenne ? Globalement, alors on est plus sur, on va dire 10 minutes. 10 minutes, il faut que tu comptes à minima 2 jours de tournage, voire 3, et puis 4 à 5 jours de montage. Donc globalement, pour donner un ordre d'idée, la partie tournage, tu l'as fait à 2 personnes. On va dire chaque personne, c'est 500 € chargés. Donc rien que sur le tournage, tu es à 2000 et puis en montage, tu rajoutes 3000. Donc un petit sujet, c'est 5000 €. Ouais. Donc ça va assez vite. Hein. Sachant que je pense aussi une des difficultés dans ce que tu fais, c'est que la production d'images en glisse à outdoor, elle est quand même hyper dépendante des conditions climatiques, quoi. Clairement. Donc autant, tu vois, tout ce plateau télé, là où on enregistre podcast, tu vois, il pleut, il y a du vent, tout ça, tu vois, ça change rien. Quand tu commences à produire de la belle image comme tu fais sur Riding Zone, c'est mieux s'il fait beau, quoi. C'est mieux s'il fait beau. Et puis d'ailleurs, ça, tu touches... là, tu soulèves un point important, c'est que nous, en plus de Riding Zone, en fait, on vendait tout un univers de documentaires autour. Pour répondre à ce que tu viens de soulever, c'est que dans nos sports, la fenêtre météo, les conditions adéquates, on est dépendant de ça. C'est très facile de faire des ITV posés chez les gens, mais en revanche, pour faire le surfeur qui surfe la vague à tel moment, ou pareil en ski, pareil en base jump, etc., c'est très compliqué parce qu'il faut attendre les bonnes fenêtres. Et donc, on s'est retrouvé, en plus de Riding Zone, à faire des films, à faire des documentaires. Tout simplement parce que ça nous coûtait... Une émission ne pouvait pas supporter le planning des conditions météo, et même on n'avait pas assez d'argent en fait parfois pour faire certains sujets. Je vais te donner un exemple concret parce que c'est peut-être un peu flou. Quand on fait un sujet, je sais pas, sur des mecs qui vont ouvrir des voies en slackline aux Marquises en Polynésie. Par exemple, on l'a fait avec Nathan Paulin, avec Anthony Newton, etc. Ça nous a pris 1 mois et demi de tournage à faire. Donc évidemment, quand on fait un sujet dans Riding Zone, le sujet il est formaté, il fait 10 minutes.
Donc c'est un peu ridicule. On va tourner pendant 1 mois et demi des dizaines et des dizaines d'heures de rush pour faire que 10 minutes. Donc en fait, les dernières années de Riding Zone, en parallèle de Riding Zone, on faisait des documentaires au long cours pour justement mutualiser le tout et faire en sorte d'avoir des aventures de 52 minutes et des aventures racontées un petit peu plus contractées dans Riding Zone en 10 minutes. Et ce qui nous permettait de créer une économie assez vertueuse et de pouvoir se projeter. Et donc en arrêtant Riding Zone, clairement, on a aussi arrêté tout un pan de cette activité documentaire, quoi. Donc du coup, là, on est il y a 3 ans, tu lances le crowdfunding, la chaîne avait 500 000 abonnés YouTube. Là, maintenant, tu es à combien? Est-ce que c'est un carton? Alors maintenant, on a plus d'1 million d'abonnés YouTube, donc ça, c'est formidable. Et puis, on a lancé un magazine papier. Voilà, je vais y venir sur la diversification, parce que là, je t'ai entendu dire récemment en conclusion d'une émission, Riding Zone, on est partout. Et c'est vrai que tu es partout. Alors là, tu t'es bien diversifié. Est-ce que je me suis noté? Donc, il y a la TV, tu as une agence de com, hein, donc tu fais aussi du contenu. Il y a un shop en ligne. C'est ça. Il y a une grosse présence réseaux sociaux. Oui. Le compte Instagram de Riding Zone, c'est un gros compte. Hein. On a 400 000, ouais. Ouais, donc, et puis du contenu qui sort, qui est relayé, qui est très présent. The Rider Post, un site web. Un shop online, voilà. Un magazine qui a été lancé il y a 6 mois, et une télé qui a été lancée il y a 2-3 mois. Une plateforme dite OTT, là, une offre payante. On va revenir sur tout ça, mais alors... Donc, ce qui m'intéresse aussi, la stratégie entrepreneuriale derrière, c'est, donc là, tu lances ta chaîne YouTube, tu cherches du crowdfunding. Pourquoi tu te lances dans une stratégie de diversification comme ça? Il y a 2 ans, tu commences à te diversifier. Je me lance parce qu'en fait, je veux continuer Riding Zone, je veux continuer ce chemin, en tout cas le plus longtemps possible. Et j'ai eu la chance, si tu veux, de pouvoir un peu tester tous les formats. Et je me suis rendu compte que si on veut obtenir vraiment l'indépendance, le plus simple, c'est d'espérer que le public participe au financement et nous donne la liberté de le faire. Un petit peu comme quand le public achète un magazine papier. En tout cas, que le public finance lui-même la production pour être indépendant et des diffuseurs et des marques. Si tu veux, là où j'ai eu une grosse déception de la part des diffuseurs, c'est que nous, dans les sports extrêmes, on a fait beaucoup de choses. On a fait, par exemple, il y a plus de 12 ans, on a fait Taille Chris de la Tour Eiffel, qui était un carton d'audience absolu. Ça reste l'une des émissions les plus vues sur W9. Et ça, c'est un concept qu'on a imaginé avec Taïg. C'était incroyable. Quand tu dis que tu as fait, c'est que tu as fait la prod et de l'event et du contenu. Alors, moi, j'ai carrément imaginé le concept. Ok. Ah oui. Là, l'histoire, en fait, si tu veux aussi, c'était même quasiment en parallèle de Riding Zone. C'est ce qui nous a donné la légitimité pour développer Riding Zone, Taille Chris et la Tour Eiffel. Si tu veux, l'histoire, elle commence. Moi, j'étais dans des petits bureaux quai des Grands Augustins, là, à Paris. Et à un moment, j'en pouvais plus. J'arrivais pas à vendre des émissions de sport extrême. Et puis je suis tombé sur Danny Way qui saute la muraille de Chine. Je me dis mais c'est fou. Et je me dis mais c'est ça qu'il faut faire. De là je suis quai des Grands Augustins, donc tout près de Notre-Dame. Et à un moment j'ai le déclic. Je reviens d'un rendez-vous, je suis sur mon scooter. Et je me dis c'est pas possible, j'arrive pas à vendre mes sports là. Il faut que je trouve une histoire. Et là je vois Notre-Dame, je me dis mais attends, je connais Taïg, c'est quand même un peu l'équivalent du Zidane entre guillemets du roller. C'est c'est une légende du roller. Je suis travaillé dans l'une des plus belles villes du monde, Paris, à côté d'un monument le plus connu de la planète, Notre-Dame. J'ai envie de lui faire sauter la Seine. Et donc, ma première idée, c'était que Taïg saute la Seine. Et donc voilà, donc je vais lui pitcher le projet. Taïg, il me dit, mais c'est juste génial. Et je lui fais, mais ouais, tu vois, comme ça, on a un record emblématique, un héros, toi, une performance totalement insolite, et puis des éléments d'échelle immédiatement compréhensibles par le grand public. Parce que le problème de nos sports, c'est que c'est très compliqué à comprendre. Et il me dit ah putain c'est énorme et tout, et donc on avance là-dessus pendant des mois et des mois, on se casse la tête, finalement on n'a pas l'accord de Notre-Dame, de là on tombe sur la Tour Eiffel, on se rend compte que c'est les 150 ans, on va voir la Tour Eiffel, les mecs nous disent ouais vas-y pourquoi pas, on obtient l'accord de la Tour Eiffel, et puis là on arrive au bout d'1 an et de galère à monter cette performance, donc avec Taïg plus avec une autre société qui s'appelle Double 2 qui s'occupait de la partie on va dire événementielle. Et donc moi c'était mon premier projet, j'ai failli
perdre tout ce que je n'avais pas de toute façon. Et c'était la folie totale. Et quand Taïg replaque le jour de la Tour Eiffel, quand il retombe sur ses rollers, c'était incroyable parce que d'un coup, c'était fait, on a réuni 150 000 personnes sur site. Et puis après, quand j'allais voir les gens en rendez-vous, tu vois, ils me respectaient un peu plus. Tout le monde avait vu le truc, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'était beau. Et malgré ça, donc j'ai fait Taïg. J'ai fait des documentaires dans tous les sens. J'ai fait Riding Zone avec lequel j'ai construit une communauté. Et je me rends compte qu'à la fin de François, quand je vais voir d'autres chaînes, Canal, le groupe M6, TF1, etc., bah, j'en suis exactement au même niveau. C'est-à-dire que tout ce que j'ai construit auparavant, ça n'a, j'ai l'impression, aucune valeur pour ses partenaires. Et je comprends, même si je le savais au fond de moi, je comprends que clairement, cet univers ne correspond pas en fait à la télé. Tout simplement parce que on oublie que la télévision, ce sont des vendeurs. Je suis désolé je suis désolé de casser des illusions, mais on oublie que leur métier, c'est juste de vendre de la pub. En tout cas, le métier des chaînes privées, comme M6 et TF1, c'est juste de vendre de la pub. Donc eux, ce qu'ils veulent, ce sont des rendez-vous réguliers pour vendre de la publicité, notamment aux femmes, à la fameuse ménagère qui décide, quand elle fait ses courses, est-ce qu'elle achète, je sais pas, des Golden Grams et du Coca, ou plutôt du Sprite et je sais pas des cornflakes, quoi, tu vois. C'est ça l'objectif, c'est ça le métier c'est ça le métier d'un diffuseur privé. C'est juste ça. Et après, t'as d'autres types de diffuseurs. T'as Canal+, leur métier c'est de vendre de l'abonnement, ou t'as ce groupe, ou t'as France Télévisions, dont le métier, normalement, et de répondre aux attentes de tous les publics. Mais à partir du moment où j'ai plus France Télévisions, je me rends compte très vite que à chaque fois que je vais voir une chaîne, je sens que c'est pas évident parce que tout simplement, Riding Zone c'est pas un format. En tout cas, en France, c'est comme ça qu'on me le fait ressentir. On me fait comprendre que c'est beaucoup plus simple de vendre, je sais pas, les reines du shopping ou je sais pas, la plus belle robe là. Que ça, parce que ce n'est pas assez formaté, parce que dans Riding Zone, tu ne retrouves pas les mêmes personnages tout au long des épisodes, et puis surtout, Riding Zone a un gros problème en France, c'est qu'on s'adresse et aux jeunes et aux hommes, et ça c'est un énorme problème. Ça veut dire que tu prends ton gâteau, ok, tu le coupes en deux entre les hommes, entre les jeunes et les vieux, et déjà Riding Zone s'adresse qu'aux jeunes, et tu coupes après le gâteau encore en deux pour pour plutôt t'adresser aux hommes. Donc clairement, pour la plupart des chaînes qui ont de l'argent, Riding Zone n'est pas spécialement le bon format. C'est pour ça que j'ai eu autant de mal à le vendre. Donc crois-moi, après France Télévisions, je suis allé voir toutes les chaînes. Toutes les chaînes. Et les grosses chaînes qui ont les moyens de me payer Riding Zone m'ont dit non, et puis voilà, ils m'ont dit non pour X ou Y raison, mais je connaissais au final la raison. Et les petites chaînes qui avaient les moyens, qui avaient un intérêt à voir Riding Zone, parce que Riding Zone peut tirer l'audience pour elle, les petites chaînes n'ont pas d'argent, tout simplement. Et donc à un moment, j'en ai eu marre, je me suis dit, tu sais quoi, il faut qu'on change de modèle. Et là, on est en pleine... on tente de nouveaux modèles, à savoir, on tente cette approche désormais qu'on appelle B2C, on tente de s'adresser directement à l'audience et de faire en sorte que l'audience s'abonne à nos différentes offres pour espérer continuer à faire le plus longtemps possible ce métier qu'on aime, à savoir raconter des histoires autour de l'univers qui nous passionne, celui des sports extrêmes. Voilà. Donc tu as lancé un magazine qui s'appelle Riding Zone Magazine. Riding Zone Magazine, c'est un mensuel en kiosque, c'est ça ? C'est un bimestriel, donc ça sort une fois tous les 2 mois, et c'est en partenariat avec Macha Publishing. Donc c'est un métier un petit peu différent, mais ça nous permet de raconter aussi les histoires, parce que c'est un magazine qui n'est pas focalisé sur les produits, mais encore une fois focalisé sur les hommes et les femmes qui pratiquent. Ça, c'est une grosse différence. C'est une grosse différence avec tous les magazines, spécialisés qui sont focus produits, test matos, gros lien avec les marques. Ouais. En fait, moi, c'est vrai que peut-être qu'on est stupide dans mon équipe de vouloir continuer dans cette voie, mais je sais pas, j'y crois. Je crois énormément. Je me dis, voilà, on a une époque où déjà la technologie nous permet de s'affranchir des diffuseurs, de s'affranchir de pas mal de choses. Et je pense que le public, il sent la sincérité des choses. En tout cas, je suis sûr que quand le public qui regarde Riding Zone, il sent qu'il y a de l'amour et de la passion dedans. Voilà. Et c'est ça que je veux transmettre. Et j'aimerais bien avoir les moyens de continuer le plus longtemps possible. Et ça, clairement, il faut que le public, j'espère qu'il va nous donner les moyens. Donc là, notre énorme truc aujourd'hui, depuis un mois, c'est Riding Zone TV.
Donc c'est ce qu'on appelle, c'est un peu le Netflix des sports extrêmes. C'est ce qu'on appelle une offre OTT, donc une offre qui te permet à toi de t'abonner directement via ton téléphone, via ton ordinateur, et moyennant un abonnement, donc à peine de 6 € par mois, et tu as accès à tout un univers de films consacré au sport extrême, au sens très large, de l'escalade, du skate, du parcours, du VTT, et puis bientôt des épreuves d'ultra, enfin différentes choses. Et le but du jeu, c'est d'avoir vraiment des films de qualité autour de cet univers-là, et j'espère de plus en plus, quoi. Alors je t'avoue que produire une émission télé, et tu nous as bien expliqué, je vois le concept. Faire un magazine, je vois le concept. Se dire je vais lancer une chaîne télé, c'est gros, quoi. Enfin, vous êtes combien là-dessus, quoi? Et là-dessus, on est désormais 5 à temps plein. Donc il y a un directeur général que je salue, là, Mathieu Lefebvre, qui s'est occupé notamment du développement, de trouver les bons prestataires techniques. Parce qu'évidemment, ça, il faut qu'il y ait une plateforme de streaming qui marche. Faut qu'il y ait une plateforme de streaming. Donc ça, c'est externalisé, c'est pas chez toi. Il y a exactement un prestataire qui te fait ça. Donc ça, on est passé par Vimeo qui propose aujourd'hui la meilleure technologie. Et puis après, il faut des films qu'il faut acheter. Et puis maintenant, il faut qu'on continue aussi à produire. Donc on produit beaucoup pour ça. Donc les premiers films, nos premières productions originales vont arriver, parce que pour l'instant, on a pas mal de films de notre catalogue qui étaient souvent des films inédits, hein. La série Surf Explore, le film Chasing the Ban qu'on a tourné en Inde, Vertigo Marquise, enfin on a plein de films qu'on a tournés tout au long de ces 15 dernières années et qui n'étaient pas accessibles ni sur YouTube, mais qui étaient uniquement vendus à des chaînes un petit peu partout dans le monde, là qu'on a regroupé sur l'offre Riding Zone TV. Et puis bientôt, là on est en train de produire en permanence du contenu qui va arriver. C'est vraiment quelque chose qui nous coûte cher, ça nous tient vraiment à cœur, mais ça coûte beaucoup d'argent. Là, c'est vraiment un business où on se dit, wow, est-ce qu'on va avoir les reins assez solides pour tenir? Parce que, encore une fois, ça, c'est mon côté un peu dingo, peut-être, mais c'est vraiment la passion qui me motive. Donc, j'ai pas envie de perdre de temps, en fait. Tu vois, il y a beaucoup de gens, ils se disent, attends, je vais chercher des sous, et puis quand j'ai des sous, je le fais. Non, moi non. Donc, nous, on le fait. Et là, on le fait tout sur fonds propres. Et donc c'est dur, parce que vu, comme je le dis souvent à mes équipes, mon problème, c'est que vu que j'ai pas de fortune cachée, donc c'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment c'est beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que je suis souvent, je suis souvent par Mons et par Vaux, parce que j'arrête pas de faire des rendez-vous, pour tenter de faire d'autres choses. Et puis grâce aux autres clients, au final tu finances la passion, quoi. Et donc là c'est une période qui est pas facile, mais pour le public, je pense pas que le public se rende compte. Mais pour nous, derrière, on cravache comme des dingues. Ah, j'imagine, ouais. Et c'est la folie, quoi. Donc là, en ce moment, au bureau, c'est du délire. Merci à mon équipe, vraiment, d'y croire. Donc tout le monde se donne beaucoup, tout le monde fait vraiment beaucoup d'efforts. Et j'espère qu'on va réussir à trouver notre audience, franchement. Donc, l'audience, pour moi, elle est là. Que les gens vont s'abonner. Voilà. J'espère que les gens vont s'abonner. Franchement, pour nous permettre de vivre, et pour nous permettre de faire notre métier, et pour nous permettre... Et ça, c'est mon rêve, de développer la production dans ce domaine et de financer d'autres producteurs et d'autres réalisateurs qui viendront avec leurs projets. Je ne sais pas si toi, tu viens... voilà. Pourquoi est-ce que je paye 6 € pour m'abonner sur Riding Zone TV, alors qu'il y a Red Bull qui balance du contenu à longueur de journée sur sa télé? Tout simplement parce que nous, on a une offre beaucoup plus exhaustive et on veut vraiment traiter l'ensemble de nos sports. Alors Red Bull, franchement, félicitations à eux, ils font un travail extraordinaire et ils nous ont proposé des événements tellement dingues. C'est incroyable. Sauf que Red Bull, ils vont avoir leur propre choix. Tu vois ce que je veux dire? Red Bull, à un moment, ils te disent tu sais quoi, on va faire du plongeon. Et donc on crée un événement de plongeon, ça s'appelle le cliff diving, et ils vont faire quelque chose de ouf. Et ils vont choisir. Mais demain, ils sortent du cliff diving, c'est terminado. Après, tu vois, il y a un exemple récent, là, le Crashed Ice. C'est cette compète, tu sais, de patin à glace organisée dans les villes. Red Bull, pendant 5 ans, ils ont mis ça en avant. Ça a fait émerger tout un truc avec des athlètes. C'était fascinant. Et puis Red Bull, ils sont retirés. Et le sport est mort. Et donc Red Bull, ils font leur choix. Et ils ont raison. Ils suivent une stratégie. Et eux, leur stratégie, c'est de créer tout le temps l'événement. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que le mec qui fait du roller, qui fait de la trotte freestyle, qui fait du bodyboard, qui fait du wing foil, qui fait de l'escalade, qui fait du speed flying, il se retrouve dans Riding Zone. On veut lui dire « je t'aime ».
On veut lui dire, on aime ce que vous faites, vous avez raison de le faire, et voilà, nous on est les seuls à vous le proposer parce que Red Bull, tu vois, le trottinette, ils n'en ont rien à faire. Complètement. Et tu as bien vu, les trotty riders, il y en a plein, quoi. Donc voilà, on veut répondre aux passions des gens, et on veut pas avoir, tu sais, l'approche d'une marque en se disant, oh, bah, moi je choisis mes sports, etc. Nous, on veut être au service du public et au service des passionnés. Moi, j'estime représenter le rider un peu corps et puis d'essayer de parler à cette communauté assez passionnée, plus passionnée que les gens qui regardent Riding Zone, parce que moi, il y a des gens qui regardent Riding Zone qui sont jamais montés sur un skateboard, mais qui adorent regarder Riding Zone, quoi. Donc, t'as une audience très large et en même temps, t'arrives à être super corps, quoi, parce que et alors, c'est quoi ta recette? Un, pour détecter les tendances, et deux, pour intéresser le mainstream à des sujets très corps. Déjà, pour détecter les tendances, j'ai la chance d'avoir déjà de pas être seul, donc on me fait remonter pas mal d'infos, et au fil des ans, on a quand même su tisser des bons contacts, et puis on est curieux, on aime ça, donc on regarde ce qui se fait, et puis on essaye d'identifier ce qui va se faire. Donc déjà, voilà, pour répondre à la première question. Et puis après, la deuxième chose, pour garder ce côté corps, mais tout en étant grand public, je pense que c'est le respect, tout simplement. C'est qu'on veut raconter les choses, mais tout le temps en rappelant un petit peu quand même, en essayant d'ouvrir, parce qu'on sait que c'est pas simple. C'est pas simple à comprendre pour monsieur, madame, tout le monde, tu vois, de se dire, mais je sais pas, si tu prends le skate, t'as bien vu, entre le mec qui est en switch, pas en switch, etc. Enfin, il y a une telle diversité de tricks, c'est compliqué à comprendre. C'est assez imbitable, hein. Ouais, non, mais si t'es pas dedans. Voilà. Au final, donc, il y a toujours je pense que c'est toujours important de raconter, de contextualiser. Tu vois, en ce moment, tu as les JO d'hiver. Moi, il y a des sports, je trouve, qui racontent mal. Je trouve qu'ils nous en disent pas assez. Quand je les vois là faire le speed track, là, je sais pas, sur la glace, les mecs qui sortent, les mecs qui rentrent, les trucs. Tu tombes au milieu de la compète, tu comprends rien. Tu te dis, mais pourquoi ils sont à 3, pourquoi ils sont à 4, pourquoi ils sont à 2. Je pense que c'est tout le temps important de raconter, tout simplement, par respect pour le sport et pour le public, quoi. Parce qu'on n'est pas, comme je dis souvent à mon équipe, quand on diffuse quelque chose, on n'est pas à côté des personnes, derrière leur écran, pour leur dire, au fait, ce qu'on a voulu dire, c'est ça. Hein. Non. Quand le programme, il est en ligne. On n'est plus à côté des gens. Donc c'est pour ça que c'est important, en tout cas, je pense, d'expliquer le mieux possible pour que le contenu vive en lui-même et tu vois, il n'y ait pas besoin d'explications complémentaires, quoi. C'est intéressant ce que tu disais en parlant tout à l'heure de Riding Zone, disant on a arrêté de diffuser les résultats parce que ça intéresse pas trop les gens. Ce qui est assez intéressant, c'est que en l'occurrence France TV, dans son traitement des jeux, c'est quand même très orienté sur les résultats, les résultats. C'est que les résultats. Alors que quand nous on travaille sur ces sujets-là, on sait que en fait les résultats, ce qui est intéressant, c'est les gens, c'est l'aventure derrière et tout ça. Exactement et ça. Ils n'ont pas fait ce switch-là. Ouais. Donc je sais pas s'ils l'ont pas fait parce que ils n'ont pas envie de le faire, ou si c'est parce que ça coûte trop cher de le faire. Je trouve en tout cas qu'ils font un super boulot. Franchement, c'est incroyable qu'on a la chance d'avoir de façon gratuite tout le les contenu, jeux, les super trucs et tout. Après, je pense qu'il y a toute une écriture sportive qui reste à pousser. Et c'est là où Netflix a fait très fort. Voilà, la F1, j'allais la dire. F1, voilà, exactement. Tout le monde en parle. Hein. Tout le monde en parle. Là, dans le sport, en ce moment. Voilà. Et ailleurs, hein, c'est comment tu prends un truc, la F1, qui était quand même chiant comme pas possible et qui intéressait que des gens de 60 piges et plus. Comment tu fais qu'aujourd'hui, moi j'ai des enfants, il y a des mamans d'école qui regardent parlent de ça. Non mais qui Bien regardent, sûr. qui sont addicts Ouais. à la série et qui du coup ratent pas les grands prix. Tout à fait. Non mais on m'aurait dit ça il y a 3 ans sur la F1, tu tournes en rond, tu crames du pétrole. Non mais c'est un truc de psychopathe. Donc c'est ça le sujet à craquer aujourd'hui. C'est ça, exactement. C'est vraiment l'approche, le storytelling. C'est ce qui nous intéresse dans Formula One, c'est d'un coup tu découvres enfin les hommes qui sont derrière les pilotes, quoi. Enfin, qui est derrière le casque. Et puis tu comprends qu'ils sont pas si lisses que ça. Et puis tu comprends que vraiment ils risquent leur vie, qu'on leur met une pression de dingue. Et c'est ça qu'on veut aussi nous raconter à travers Riding Zone, quoi. En tout cas à travers les personnages qu'on traite. C'est cette approche-là, c'est pas simplement, effectivement, il termine premier, deuxième, troisième, quatrième, et au final, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc voilà, aujourd'hui, à la télévision, le sport, ce n'est que de la compétition et du résultat, en effet, et je pense qu'il y a tout un pan de storytelling à raconter.
on a beaucoup parlé là du coup de ce parcours professionnel. Je vais aller un peu sur le perso. Mais c'est quoi là aujourd'hui ta plus grande fierté? Ma plus grande fierté, c'est vraiment de faire aboutir des projets, quoi. Après, peut-être, attends, ma plus grande fierté, tu veux dire quoi? Professionnel. Professionnel. Oh, même dans ta vie, tu vois, t'as eu un truc, enfin, tu vois, t'as un parcours hyper admirable, ça fait rêver plein de gens, enfin, tu vois. Je pense que tu bosses comme un ouf. Ah oui, ça c'est clair. Il y a plein de gens qui ride plus que toi, mais voilà. Non, c'est quoi ta grande fierté? Au-delà évidemment de mes 2 merveilleuses filles que j'ai. La plus grande fierté, c'est quand même ça, c'est tu vois que tu me reçoives pour parler de Riding Zone, c'est tous ces jeunes que j'ai quoi qui m'écrivent ou qui viennent en stage chez nous et ou que je rencontre, tu vois, des gens. Tu vois, hier j'étais dans la rue, il y a un mec qui passe, il me fait bravo et merci. Tu vois le truc? Et ça me rend fier. Je me dis ça c'est beau quoi, parce qu'au moins en fait ma fierté, je vais te dire, c'est j'ai l'impression d'être à ma place. Tu vois, je veux dire, j'ai l'impression, à ma place, elle est toute petite, hein, mais j'ai l'impression d'avoir trouvé ma place dans ce monde. Que mon rôle, c'était peut-être celui-là, juste, tu vois, je veux dire, au moins, si demain je m'arrête, je sais que sur cette première partie de la vie, j'aurais fait quelque chose où j'ai trouvé ma petite place, qui est de tenter de valoriser, de raconter des choses, et en restant à ma place, tu vois. Voilà, je me prétends pas le youtubeur, je sais pas quoi, enfin, tu vois. Je veux juste transmettre et donner envie aux gens de se trouver eux-mêmes. Et franchement, quand on me dit c'est grâce à vous que mon fils fait du skate, ou quand les jeunes ils me disent c'est grâce à vous que j'ai découvert ça et tout, franchement ça me rend super content. Je me dis ça c'est beau. Alors voilà. Conciliation pro perso, t'es comme moi, hein, tu bosses sur Paris. Comment tu fais pour rider? T'arrives à rider? Ça c'est le vrai prochain enjeu, parce que là j'en peux plus là. Non mais j'adore Paris. Paris c'est vraiment une ville merveilleuse, et vraiment la diversité des gens qu'on y croise, c'est juste extraordinaire. Après ce qui est dur, c'est que le temps passe, et effectivement c'est comme, tu sais, je sais plus c'est quoi la pub là, les frites McCain. Enfin moi toute la journée je regarde ça et j'en vois, et je pratique peu. Et là, franchement, ça me manque. Et puis moi, je suis un passionné à la base de surf ou de bodyboard. Donc l'océan me manque énormément. Et c'est sûr que ça, c'est compliqué. Donc là, j'aimerais bien conjuguer, tu vois, la passion, mais vraiment la pratique, et continuer à faire ce métier-là. Et pour ça, je pense qu'il faut encore que je travaille encore un petit peu plus. Autrement, il faut peut-être que je lève le pied sur certaines choses. Mais oui, ça me manque énormément, quoi, tu vois. Et parfois, je suis frustré, quoi. Je me dis, c'est pas possible, je fais qu'en parler. Et puis ce qui est dur, c'est que quand tu vas souvent, moi je vais souvent dans des endroits de rêve. Mais pour bosser. Pour bosser, et puis quand j'arrive, tu vois, c'est maintenant qu'il faut être prêt. Et on le sait, ça reste quand même du sport. Donc si physiquement tu t'es pas préparé, tu payes. Tu vois, je veux dire, t'arrives, admettons, demain je vais à Bali, là, t'as un gros padang qui déroule, j'ai beau voir des vagues toute la journée, si tu veux. Si tu t'es pas entraîné, t'es mort. Tu vas te faire démonter à l'eau, et globalement, ton sport de rêve, il va virer. Enfin, la session de rêve va tourner au cauchemar, quoi. Donc, ce qui est dur, c'est ça, c'est qu'il faut garder la motive pour s'entraîner, et tout en, tu vois, donc en fait sur Paris, j'essaye de faire, de courir, de faire du vélo, mais c'est sûr que putain, j'ai tellement envie de glisser, de prendre des vagues. Voilà, skater c'est un petit peu plus dur, parce que maintenant je me suis tellement fait mal, tellement déboîté les épaules et tout, que c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est le prochain enjeu, c'est vraiment vivre la passion comme on la raconte dans Riding Zone, ce serait formidable. Tu viens de Guyane? Oui. Alors la Guyane, c'est un truc sur la carte quand tu connais. Enfin, moi à chaque fois tu te dis la Guyane, non mais ça doit être le paradis, c'est à côté du Brésil, ça doit surfer, ça doit kiter, ça doit être le délire. Il a l'air de pas se passer grand-chose de l'extérieur en Guyane. Est-ce que c'est une bonne destination pour rider, la Guyane? Alors ça dépend ce que tu appelles... ça dépend quel type de ride. Pour le surf, ce n'est pas du tout une bonne destination, parce que tu n'as quasiment plus de vagues du tout. En revanche... Pourquoi tu dis plus de vagues? Plus de vagues parce que, en fait, tu as l'Amazone qui sort pas trop loin. L'Amazone charrie énormément de limon, on va dire de déchets végétaux, etc., qui viennent se poser, qui créent des plaques de vase. Et donc, nous, en Guyane,
tu as des plaques de vase mais considérables qui sont déposées sur le plateau continental, bref, le plateau sous l'eau là, et qui fait que ça pète la houle et que la houle à 20 km ou à 30 km du bord, elle est totalement calmée. Et donc quand le résidu de houle arrive sur la plage, il y a quasiment pas de vagues. Et avant, t'en avais, parce que t'avais moins de plaques de vase. Et vu que ce sont des plaques, tu sais, qui bougent, donc voilà, là, depuis quelques années, il n'y a plus de vagues en Guyane. En revanche, il y a la scène kite, et c'est énormément développé, parce que pour kiter, c'est très agréable. T'as un vent, je pense que t'as 200 jours de vent par an, donc tu peux sortir quasiment tous les jours. Donc il y a beaucoup de kitesurfers, évidemment, qui font beaucoup de foil aussi. Et puis après, il y a d'autres sports comme le wakeboard. Alors si tu kiffes l'eau, en Guyane, on a des fleuves et des rivières juste incroyables. Ça, c'est top. Après, la Guyane, c'est pas clairement le paradis du ride. Mais c'est l'endroit qui m'a fait découvrir le ride. J'ai commencé à surfer là-bas, parce qu'à l'époque, il y avait des vagues. C'était vraiment super. Et ça reste une très bonne zone. Je te dis, si tu aimes bien faire du wake, ça, c'est top, parce que vraiment, les fleuves sont juste fous. Et si t'es un aventurier, si t'aimes aller tracer en forêt ou faire des choses qui nécessitent pas spécialement de dévaler des pentes sur une planche, ça vaut le coup. Mais c'est sûr que voilà, pour faire le ski on oublie parce que t'as pas de neige en Guyane, hein. C'est équatorial, donc ça c'est mort. Mais voilà, kite, wake, ça le fait. Et puis maintenant il y a enfin quelques skateparks. Bon, Jonathan, on arrive à la fin de cet épisode. C'est encore mieux que je pensais que ce serait bien. Super intéressant. Vraiment un grand merci. S'il y a une personne que tu me conseillais d'inviter ici, une personne inspirante ou quelqu'un qui fait bouger les choses dans le monde de la glisse et de la outdoor, tu me conseillerais d'inviter qui ? C'est une bonne question, ça. Y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui est assez polémique, c'est Taïg. Hein. Ouais. Taïg Chris, parce que je trouve Pourquoi il est polémique ? Taïg, il est polémique parce que déjà, il fait du roller. C'est une discipline dont les gens aiment bien se moquer. C'était la discipline phare des années 90 qui a un petit coup de mou, quoi, mais ça va revenir. Mais dans tous les cas, donc Taïg, en tout cas, on a été pas mal critiqué. Moi, j'ai fait beaucoup d'émissions avec lui. Et souvent, tu vois, les gens le critiquaient un petit peu en disant ouais, mais il fait du roller et puis il est trop business. Ah oui, il est polémique, tu veux dire, dans le monde un peu corps de la glisse. Oui, dans le monde corps de la glisse, ouais, pas du tout dans le grand public. Ouais, les gens l'adorent. Et vraiment, là où j'ai beaucoup de respect pour Taïk, c'est que c'est quelqu'un qui a peur de rien. Vraiment, il a monté récemment une boîte dans les télécoms. Une boîte dans les télécoms. Il a levé beaucoup d'argent. Et moi, c'est quelqu'un que je suis parce que c'est un ami. Et on a fait beaucoup de choses ensemble. Et c'est quelqu'un de super impliqué et qui travaille beaucoup, qui a pas peur de rêver très très grand. Et ça fait vraiment plaisir. C'est quelqu'un qui voit jamais petit, quoi. Il se dit, tu lui dis un truc, il veut toujours voir très grand. Et ça fait plaisir. Voilà, je trouve que c'est quelqu'un d'assez inspirant. Et un peu dans la même veine, il y a un mec que j'ai fait plusieurs fois, mais je me rendais pas compte à quel point c'était un entrepreneur. C'est Guerlain Chichery, tu sais, le skieur, pilote de rallye qui maintenant un gros truc de businessman, qui est devenu un assez gros businessman. J'ai vu que là, dans les Alpes, il a monté des hôtels, il a même monté une marque de bagnole électrique. Donc, je suis assez impressionné par ses parcours, en fait, par des gens qui, au-delà de leur carrière de sportif, si tu veux, font autre chose. Et il y a un mec que j'aurais adoré rencontrer, c'est Marc-André Leclerc. C'est le héros du documentaire L'Alpiniste qui est diffusé en ce moment sur Canal. C'est un grimpeur qui est malheureusement décédé et qui faisait en free solo de l'escalade sur glace et de l'escalade sur des parois dites traditionnelles. Et pour moi, c'est la quintessence de nos sports. C'est quelqu'un qui partait seul faire donc en free solo, donc sans aucune sécurité, des sommets juste hallucinants. Et quand il part, c'est vraiment pour plusieurs dizaines d'heures à monter, mais des parois, mais juste inimaginables. Et le gars n'avait même pas envie d'être filmé. Et en fait, pour lui, la notoriété, tout ça, c'était vraiment... ça n'avait aucune importance. Et il dédiait sa vie à sa passion avec une pureté, mais voilà, c'est ça qui fait la beauté de nos sports, tu vois. Et d'ailleurs, tu vois, quand je regarde là, on a plein de séries aussi sur les footballeurs, les ci, les ça, je sais pas quoi, bref. J'ai beaucoup de respect pour les sportifs en général, mais quand je vois des gens comme ça, tu vois, qui sont dans la sobriété et le respect, et ben franchement, c'est ça qui me fascine.
Et je pense que ce sont vraiment, on a tellement d'exemples à tirer de nos sportifs, de ces pratiquants de sport extrême, parce que voilà, ils sont au contact de la nature, ils vont au bout d'eux-mêmes, ils s'écoutent et ils nous vendent pas, je sais pas, tu vois, de l'image tout le temps. Ils s'achètent des nouvelles Ferrari, je sais pas quoi. Ils sont dans la surconsommation, ils sont dans le truc. Voilà, c'est. Enfin voilà, moi j'ai un énorme amour pour l'univers des sports extrêmes en général. Et Jonathan, merci, c'était un kiff. Je vais aller regarder le docu sur Canal, je l'ai pas vu. l'alpiniste. Ouais. Et puis j'invite effectivement les auditeurs à aller regarder Riding Zone TV, le magazine, l'émission, La plateforme. la plateforme. Enfin c'est effectivement, tu le portes avec le cœur, c'est un truc de passionné et c'est cool. Si on peut soutenir ça, et merci pour ton temps et puis je suis très heureux de cette rencontre. Merci beaucoup Mathieu. Salut, ciao. Salut, à bientôt.